Ils ouvrent la trappe pour accéder au compartiment du bas. Une épaisse brume blanche envahit le pont supérieur. Une étincelle enflamme les vapeurs, provoquant une explosion en boule de feu. À environ 70 milles nautiques de Rio de Janeiro, au large du nord-est du Brésil, d'immenses réserves de pétrole et de gaz sont présentes. Le champ Roncada, découvert en 1996 dans le bassin de Campos, s'étend sur plus de 60 000 nautiques carrés à des profondeurs de 1500 à 1900 mètres SOI. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, le champ Roncada possédait une réserve estimée à 2,7 milliards de barils de pétrole et 27 milliards de mètres cubes de gaz. La multinationale brésilienne de l'énergie Petrobras a obtenu les droits d'exploiter cette réserve. Petrobras a été fondée en 1953 et appartient en partie au gouvernement brésilien. Ce conglomérat, basé à Rio de Janeiro, est l'une des plus grandes entreprises d'Amérique latine. Pour exploiter le pétrole du champ de Roncada, Petrobras a installé la production flottante P-36. La semi-submersible P-36, d'abord appelée Spirit of Columbus, fut construite en Italie entre 1984 et 1994 comme unité flottante de forage et production, prévue pour opérer à 500 mètres de profondeur. Avec une capacité de traitement de 100 000 barils de pétrole et de 2 millions de mètres cubes de gaz par jour, le champ pétrolifère initialement prévu n'étant pas rentable, la plateforme a été proposée à Petrobras pour le bassin de Campos. Petrobras a évalué l'utilisation de la plateforme dans les champs Merlin Sud et Roncada du bassin de Campos et a décidé qu'elle convenait le mieux au champ Roncada. Première unité flottante de production. Le Spirit of Columbus a nécessité d'importantes modifications pour être adapté au champ Roncada. De septembre 1997 à octobre 1999, Petrobras a remplacé l'usine, lui permettant de traiter plus de pétrole brut et de gaz naturel. Ils ont installé une centrale de production d'électricité plus grande, retiré l'équipement de forage et le système de propulsion et modifié le système d'amarrage pour l'adapter à l'ancrage en eau profonde. La capacité de charge utile a été augmentée pour les nouvelles installations grâce à l'ajout de caissons de stabilité dans les flotteurs et de renforts sur les colonnes. Les renforts sont de petits flotteurs qui augmentent la flottabilité. La plateforme de production flottante finale comportait 2 flotteurs pour la flottabilité et 4 colonnes de soutien. Après conversion, la plateforme pouvait produire 180 000 barils de pétrole et traiter 7,2 millions de mètres cubes de gaz par jour. Opérant jusqu'à 1500 mètres de profondeur, la plateforme renommée Petrobras P-36 était alors la plus grande plateforme pétrolière mondiale pour un coût estimé à 350 millions de dollars. Le champ de Roncada était si vaste que Petrobras avait prévu 3 modules pour l'exploiter. Chaque module avait une unité haute flottante qui extrayait pétrole et gaz de plusieurs puits de production et sites d'injection. Un site d'injection permet d'injecter eau ou produits chimiques dans une réserve de pétrole, pour diriger le pétrole vers les puits de production et faciliter son extraction. P-36 était la première des 3 unités principales prévues pour Roncada. L'unité de production P-36 était située à environ 6 000 nautiques des puits et ancrée à 1360 mètres de profondeur. La plateforme devait accueillir 21 puits de production et 7 sites d'injection. Le pétrole traité sur la P-36 était transporté par un navire de relève, puis transféré sur le pétrolier P-47 d'une capacité de 2 millions de barils. Le gaz naturel comprimé traité sur la plateforme était acheminé à terre via un réseau de canalisation. En mai 2000, Petrobras lance la phase module 1 de son projet de champ pétrolifère Roncada. Le module 1 est le premier système de production permanent de Roncada, utilisant la plateforme flottante P-36. Desservant 6 puits pour commencer à partir des 6 premiers puits, la P-36 est capable de commencer à produire 84 000 barils de pétrole et 1,3 million de mètres cubes de gaz par jour d'ici la fin de 2001. Il est prévu qu'elle produise 90 000 barils de pétrole par jour, augmentant jusqu'à sa capacité maximale de 180 000 barils de pétrole et desservant 28 puits. D'ici la fin de 2004,
Petrobras finance le développement du module 1 avec un prêt de financement de projet d'un coût estimé à environ 1,95 milliard de dollars. Le prêt de financement de projet est remboursé à l'aide des flux de trésorerie ou des revenus générés par le projet. Cela pousse l'entreprise à être plus économique et à réduire les coûts quand c'est possible. Tout au long des années 90, la main-d'œuvre à temps plein de Petrobras a été réduite de moitié par rapport à son pic, tandis que la production et les opérations ont augmenté sur la même période. Les sous-traitants répondent aux nouveaux besoins de main-d'œuvre, offrant à Petrobras une flexibilité d'embauche et de licenciement rapide. En mars 2000, presque un an après le début des opérations, la P-36 compte un total de 175 personnes à bord, dont 85 membres d'équipage qui restent avec la P-36 et le reste de l'équipage à bord. Ils se déplacent entre différentes plateformes pour mettre en service de nouveaux équipements et assurer des services de maintenance continue. Le 14 mars 2000, l'équipage a 2 tâches qui ne font pas partie de sa routine habituelle. Ils doivent se préparer à la visite d'inspection prévue le lendemain. L'équipe d'inspection doit contrôler les réparations des fissures dans le réservoir de ballast et la boîte de stabilité au-dessus du ponton, près de la colonne arrière droite. À 19h, l'équipage ouvre les trappes menant au compartiment arrière droit. L'autre tâche du jour est de vider le réservoir de vidange d'urgence dans la colonne arrière gauche. Le réservoir de vidange collecte l'excès d'huile, de gaz et d'eau du processus de production. Le P-36 a 2 réservoirs de vidange de 450 mètres cubes dans les colonnes arrière gauche et droite, à l'intérieur des colonnes de soutien des pontons. Le réservoir de vidange dans la colonne arrière gauche est réparé depuis le 10 février 2001. La pompe de cale a été retirée pour maintenance et le tuyau de ventilation du réservoir scellé avec une bride pleine ou un disque métallique. À 22h21, l'équipe de maintenance pompe l'eau huileuse du réservoir bâbord à gauche. L'équipage, sous-traité par une entreprise externe, n'a pas été formé aux équipements ni aux procédures standards de la plateforme. Ils se préparent à pomper l'eau huileuse vers le collecteur de production, là où le pétrole provenant des différents puits converge dans une seule conduite pour être traité. La procédure de vidange standard consiste à pomper l'eau huileuse vers le réservoir de production, qui est un réservoir de stockage destiné à un processus séparé pour séparer le pétrole et l'eau. L'équipage vérifie que la vanne d'admission du réservoir tribord, côté droit, est fermée car elle relie le réservoir bâbord au collecteur de production. Cela devrait stopper l'écoulement du pétrole du réservoir bâbord vers tribord, mais la vanne est endommagée ou mal fermée. Ils ouvrent ensuite la vanne de vidange du réservoir bâbord vers le collecteur et tentent de démarrer la pompe, sans succès. Alors qu'ils tentent de démarrer la pompe de vidange du réservoir bâbord, le pétrole du collecteur de production s'écoule vers les conduites des réservoirs de stockage bâbord et tribord. Il me semble que l'ouverture de la vanne, sans activer la pompe de vidange, a provoqué une basse pression, faisant refluer pétrole et gaz dans les tuyaux. Le gaz, le pétrole et l'eau s'écoulent à tribord, via une vanne d'admission partiellement ouverte ou endommagée. La conduite d'aération du réservoir tribord est scellée par un disque métallique pendant les réparations. La pression à l'intérieur du réservoir commence à augmenter à 23h15. Après 54 minutes, l'équipage parvient à démarrer la pompe bâbord, réduisant ainsi le reflux de pétrole et de gaz provenant du collecteur de production. Cependant, l'eau pompée du réservoir bâbord fuit encore 67 minutes vers l'unité tribord, augmentant la pression dans le réservoir droit scellé. Au cours de plus de 2 heures, le réservoir de stockage de drainage arrière-tribord accumule environ 13 mètres cubes de pétrole, plus de 1500 mètres cubes de gaz et 64 mètres cubes d'eau, faisant monter la pression à l'intérieur du réservoir à presque 10 bars, soit 5 fois plus que la pression des pneus de votre voiture. À 00h22, le 15 mars, la pression du réservoir de stockage de drainage tribord atteint sa limite de rupture de 10 bars. Le réservoir éclate soudainement, libérant eau, huile et gaz dans la colonne. L'équipage près de la pompe, dans le réservoir bâbord, entend un bruit sourd mais intense provenant de l'arrière tribord de la plateforme, alors que le réservoir tribord éclate. Lorsque le réservoir se rompt, il provoque une explosion mécanique, libérant un grand volume de gaz sous haute pression.
L'explosion à haute pression écrase une conduite d'eau de mer de service de 46 cm qui alimente le système de lutte contre l'incendie. Une quantité importante d'eau et d'huile s'est déjà accumulée dans le réservoir tribord au cours des 2 dernières heures. L'eau de mer de la conduite anti-incendie écrasée commence à inonder la colonne arrière tribord. Le poids de l'eau et de l'huile provoque une répartition inégale des charges, inclinant la plateforme de 2 degrés. L'explosion mécanique à haute pression ne cause heureusement pas d'incendie. Quand l'eau s'écoule du tuyau de service d'eau de mer écrasé, la conduite principale se dépressurise, empêchant toute entrée d'eau à l'arrière tribord. La plateforme s'incline de 2 degrés, mais si le système principal de lutte contre l'incendie perd de la pression, l'usine de traitement passe en arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence active les pompes à eau de mer des sections avant et arrière tribord, pompant rapidement l'eau vers la droite de la plateforme. L'eau s'écoule ensuite par le tuyau fracturé de la colonne arrière tribord. Le gaz du réservoir fissuré pénètre dans la ventilation, atteint le pont principal et déclenche les détecteurs. Le gaz atteint d'abord les zones des 3e et 4e niveaux de la colonne, mais elles ne sont pas considérées comme à risque. Aucun dispositif de confinement ou d'alarme à gaz, ni d'équipement protégé contre les explosions. Les voyants d'alerte clignotent dans la salle de contrôle. En 17 minutes près de 2000, alarmes se déclenchent. L'équipe d'exploitation est déconcertée par toutes les alarmes qui se déclenchent en même temps. Elle ne sait pas comment réagir ni lesquelles prioriser. Le compartiment du niveau 4 à l'intérieur de la colonne se remplit d'eau provenant du système d'incendie, et le niveau d'eau atteint le système de ventilation de la colonne. Le système de ventilation ne se ferme pas automatiquement, ce qui provoque la diffusion d'eau dans la partie basse de la colonne. L'eau pénètre par la ventilation et entre dans les trappes du réservoir de ballast ouvertes pour inspection. L'eau entre par les trappes et inonde le caisson et les compartiments de ballast contenant la pompe et le propulseur. Des pompiers arrivent sur les lieux de l'accident, entrent par la colonne arrière tribord et ouvrent la trappe entre le 3e et le 4e niveau pour inspecter les compartiments inférieurs. En ouvrant la trappe, une épaisse brume blanche s'en échappe. Le compartiment est si sombre qu'ils distinguent à peine leur environnement. Ils ne voient ni flamme ni chaleur, mais entendent l'eau fuir. Ils n'avancent pas sans éclairage adapté. Ils ont sûrement des lampes torches, mais il est difficile d'inspecter une pièce inondée avec seulement une faible zone éclairée. La brume blanche du compartiment inférieur est du gaz comprimé qui monte et se dissipe sur les ponts supérieurs. À 39 minutes après minuit, soit 17 minutes après l'explosion du réservoir arrière tribord, une étincelle enflamme les vapeurs qui s'échappent. L'explosion est si puissante qu'elle détruit la zone au-dessus de la colonne, tuant immédiatement la plupart des pompiers. Les opérateurs de ballast maintiennent la plateforme à niveau pour permettre l'évacuation de l'équipage. Entre 01h44 et 04h20, 138 membres d'équipage non essentiels sont transférés sur les navires de ravitaillement par grues et paniers de transfert. Aucun canot de sauvetage n'est lancé. L'équipe d'intervention d'urgence restée à bord tente d'atteindre la zone endommagée par l'explosion pour rechercher des survivants et évaluer l'étendue des dégâts. Ils récupèrent un corps et sauvent un pompier gravement brûlé, décédé une semaine plus tard. La colonne se remplit, le trop-plein inonde le ponton et la pompe de ballast, court-circuitée, laisse la vanne de prise d'eau ouverte. La prise d'eau de mer est une ouverture sous la ligne de flottaison, permettant au réservoir de ballast d'aspirer l'eau. Pour stabiliser la plateforme, la vanne ouverte laisse entrer l'eau de mer, inondant davantage le ponton. Les opérateurs de ballast cherchent encore comment stabiliser P-Better 36. Ils essaient donc d'inonder la colonne opposée, l'avant-bâbord, pour contrebalancer le poids de l'eau dans la colonne arrière tribord. Ils ne parviennent pas à stopper l'eau qui envahit la colonne arrière tribord. En inondant la colonne avant-bâbord, ils stabilisent donc la plateforme, mais l'eau continue d'envahir les colonnes avant-bâbord et arrière tribord. La plateforme s'enfonce plus dans l'eau, sous la pression de stabiliser un quart de la structure par rapport à l'autre. Ils ne prêtent pas assez attention aux 2 autres quarts. La P-36 perd le contrôle de sa stabilité, s'incline de 6 degrés et coule davantage dans l'océan.
L'équipage décide d'abandonner la plateforme et juste après 6 heures du matin, un hélicoptère évacue les membres restants de l'équipage. L'eau inonde toujours le ballast, ouvert à 08h15, la P-36 s'incline à 16 degrés, laissant l'eau atteindre le puits à chêne sur le pont principal. La plateforme s'inonde lentement et progressivement, augmentant l'inclinaison, et à 15 heures, elle atteint 21 degrés. Petrobras met en place une équipe de coordination pour sauver et renflouer la plateforme avant l'aube du 16 mars. La plateforme a encore coulé de 20 cm pour renflouer la plateforme. L'équipe décide de pomper de l'azote à travers le caisson de stabilité à côté de la colonne endommagée pour expulser l'eau des compartiments inondés. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi l'azote, mais j'imagine que c'est car il ne s'enflamme pas près d'une flamme. 2 navires avec réservoir d'azote et compresseur d'air arrivent sur le site et débutent le pompage d'azote dans la colonne le soir même. Ils commencent avec 4100 tonnes d'azote dans le but d'évacuer 1 million de litres d'eau des compartiments inondés. Le 17 mars, ils injectent de l'air comprimé dans les autres réservoirs de la plateforme jusqu'à sa stabilisation et l'arrêt de son enfoncement. L'équipe de sauvetage spécialisée Smith arrive et gère les opérations. La plateforme pétrolière reste stable toute la journée. Smith cesse de pomper de l'air et de l'azote dans la colonne à 18h00. Le 18, son équipe arrive sur la plateforme pour sceller les évents afin de pomper plus d'azote et d'air dans les niveaux inférieurs des colonnes. Des plongeurs descendent à 50 mètres perçant des trous dans le réservoir de flottabilité et tentent de raccorder des tuyaux pour pomper l'azote, mais n'arrivent pas à connecter les tuyaux au compartiment inondé. Au cours de la nuit, en allant vers le 19 mars, la P-36 s'enfonce légèrement dans l'eau et son inclinaison atteint 25 degrés. L'équipe de plongée de Smith replonge pour reconnecter les tuyaux aux compartiments immergés, mais la météo se dégrade et complique la mission. Encore une fois, ils arrêtent la procédure après minuit. Le 20 mars, l'équipage du navire de soutien signale une inclinaison de 30 degrés de la plateforme. L'équipe de Smith choisit de couper les lignes d'amarrage et les colonnes montantes qui acheminent le pétrole brut du fond marin à la plateforme. Alors qu'ils préparent des explosifs pour couper les colonnes montantes, la plateforme s'enfonce à 11h40. La P-36 passe sous la ligne de flottaison et coule à 67 miles nautiques des côtes brésiliennes par 1360 mètres de profondeur. 9 membres de l'équipe de lutte contre l'incendie sombrent avec la plateforme, dont la taille et la profondeur rendent le renflouement trop difficile. Après l'accident, une enquête de 3 mois a été menée. La commission a conclu que l'accident avait plusieurs facteurs contributifs et qu'aucune personne individuelle ne pouvait être tenue pour responsable, mais ils n'ont pas exclu l'erreur humaine. La commission a proposé que Petrobras simplifie ses procédures sur la plateforme pétrolière, notamment en réduisant la paperasse pour que responsables et superviseurs se concentrent sur l'exploitation. Une formation adéquate pour tout le personnel à bord et davantage de dispositifs de détection de gaz devraient être installés. Ils recommandent aussi que les fabricants et exploitants de plateformes n'installent aucun réservoir ni cuve de production dans les colonnes de soutien des pontons. Lorsque la plateforme a coulé, elle contenait environ 1,2 million de litres de gazole et 350 000 litres de pétrole brut stockés à bord. En 24 heures environ, 350 000 litres de pétrole ont été déversés dans l'océan. Pour limiter l'impact environnemental, 26 navires dotés de dispersants, d'écumeurs et de 32 000 mètres de barrages flottants ont été déployés sur le site de l'accident. La Petrobras P-36, construite pour 350 millions de dollars et assurée à 500 millions, a impliqué une négligence de Petrobras dans les opérations menant à l'accident. Ainsi, le coût de la structure a été partagé entre la compagnie d'assurance et Petrobras. Les primes d'assurance de Petrobras ont bondi de 400%, passant de 7,5 à 48,8 millions de dollars l'année suivante.